Résonance, le rendez-vous culturel du Centre Edmond Flegg, présenté par Karine Benarous. Dix heures passées de quelques 7 minutes, on se retrouve dans le cadre de l'émission d'Atout Flegg, Résonance. Et ce matin, j'ai le plaisir de recevoir Ephraim Herrera, qui est docteur en histoire des religions et qui sera à Marseille demain, jeudi 11 septembre à 20h, pour une conférence sur le thème « L'actualité de l'enseignement de Manitou » à l'occasion de la sortie du livre en 2 tomes « Étincelle, anthologie de la pensée de Manitou ». Ephraim Herrera, bonjour. Bonjour. Alors, je précise à nos auditeurs que nous sommes en direct. Alors, Ephraim Herrera, donc je viens de vous présenter. Nous sommes très heureux déjà de vous recevoir sur Marseille puisque le Centre Edmond Flegg est partenaire de cette belle soirée autour de Manitou. Mais je serais tentée de vous dire Manitou, à savoir Léon Ashkenazi, celui qui se surnommait lui-même Français d'Algérie de religion juive. Qui était-il? Manitou était un des grands géants de la tradition d'Israël. Un rabbin hors pair, il est né à Oran en 1923, fils du dernier grand rabbin d'Algérie, le rabbin David Ashkenazi Zatzal. Il a étudié chez son père, chez son grand-père, chez le Mekoubal Chaim Ibn Touboul, qui était des descendants des élèves du Hari, donc de la Kabbalah de Safed. Il a étudié chez le Mekoubalim de Marrakech. C'est un génie dès son jeune âge. Vous savez que dans les EI en France, dans les éclaireurs juifs, on recevait un nom de totem, en général le nom d'un animal. Il n'avait pas encore 18 ans quand il a reçu le nom de Manitou, parce qu'il touchait à tout, et puis c'était vraiment un maître déjà qui savait transmettre, qui avait ce génie. Il a étudié la philosophie à l'université d'Alger, et jusqu'à ce qu'il ait obligé d'arrêter à cause de la guerre, fait la Légion étrangère durant la Deuxième Guerre mondiale, gravement blessé. Et après la guerre, à l'appel de Castor Robert Ganson, il a essayé, avec brio d'ailleurs, de ressusciter le judaïsme français, en se mesurant au grand défi de sa génération, qui était la génération d'après la Shoah. Comment relever le judaïsme en France après la catastrophe qu'il avait vécue. Et donc il est élève de la première promotion de l'école d'Orsay, et élève de Jacob Gordin, et ensuite directeur de cette école. Ensuite il a étudié chez le Rav Ashlag, chez le Rav Yehuda Kook, et encore beaucoup d'autres. Et il a essayé de transmettre la Torah telle qu'elle est transmise par les sages, et qui était à la base la Torah comme donnée par les prophètes, dans il formulait un discours explicitant la tradition juive au niveau universitaire en style occidental. C'est-à-dire prendre la Torah et dire ce qu'elle a à dire de manière pertinente pour la génération à laquelle il a vécu et pour les générations à venir en nous donnant des clés. Je crois que j'ai résumé en quelques mots qui était Manitou et quel est son apport. Alors justement, vous parliez de Léon Ashkenazi et du totem qu'il a reçu Manitou avec les éclaireurs israélites de France. Quand s'est fait la rencontre? Après la Seconde Guerre mondiale ou avant? Entre Manitou et les EI? Ah non, c'est avant. Parce que... Allô? On vous entend plus. Alors, je crois qu'on a... Bon. Alors, on a un petit problème, ce qui prouve que nous sommes en direct. Ça faisait longtemps que je n'avais plus dit cette phrase. Et que quand on est en direct, parfois, il y a des aléas. Donc, je vous rappelle que nous sommes en ce moment en train d'interviewer Ephraim Herrera, docteur en histoire des religions, qui sera présent sur Marseille demain, jeudi 11 septembre à 20h, pour une conférence sur le thème « L'actualité de l'enseignement de Manitou » à l'occasion de la sortie événement du livre en 2 tomes « Étincelle, anthologie de la pensée de Manitou ». Nous allons reprendre où nous en étions, à savoir... Voilà, alors on se retrouve... En fait, c'est au début de la guerre. Pardon, c'était en fait en 1940 qu'il a reçu son totem, je pense, en 39 ou 40, donc tout au début de la guerre. Je crois que c'était à 17 ans. Donc il est rentré en résistance avec les EI. En fait, il est allé à la Légion étrangère. Ah, d'accord. Les Juifs étaient français, et en tant que français juifs, ils ne pouvaient pas servir dans l'armée de toute manière. Donc il est dans la Légion étrangère. Il a été gravement blessé à Strasbourg sur le front. Oui. Donc il a vécu la guerre, il a connu la guerre, et il a vécu les horreurs de la guerre. Et d'ailleurs, il a épousé une rescapée de la Shoah, Bambi.
Donc c'était moi j'ai eu la chance en 83 de publier un article qui a été traduit depuis en français dans la revue Pardes sur la Shoah, où il se mesure à ce qu'a dire la Torah sur la Shoah, en faisant une étude critique des différents textes qui avaient été donnés. Alors justement, quand on parle de la pensée de Manitou, c'est quoi finalement et quel est le judaïsme qu'il a voulu nous transmettre? Est-ce que c'est un judaïsme ouvert, un judaïsme réaliste, un judaïsme ancré dans la réalité? Quel est-il? D'abord et avant tout, c'est l'enseignement des prophètes tel qu'il a été formulé par les sages à l'époque de cet acte-là, donc vraiment quelques siècles avant l'ère de guerre, et reformulé en langage moderne pour donner les grands principes de la Torah au niveau de l'ensemble de la création. C'est-à-dire, pourquoi y a-t-il un monde? Pourquoi y a-t-il des hommes? Quel est le rôle des hommes dans ce monde? Quelle est la spécificité d'Israël? Pourquoi il y a Israël? Qu'a Israël à faire au niveau national? Qu'a Israël à faire par rapport aux nations? Comment doit se passer l'éducation? Quel est l'objectif de l'histoire? Et comment fait-on que ce monde-ci devienne le monde à venir par notre travail? La notion du libre arbitre, la critique des grandes idéologies, qu'elles soient religieuses ou laïques, à la lumière de la Torah. C'est pas comment la Torah se défend, pas du tout. C'est qu'a la Torah à dire face aux grands événements et en donnant des clés qui vont servir aussi pour les générations d'après, parce que ce sont les principes. Ce n'est pas uniquement une réponse ad hoc à une situation spécifique. C'est des clés, quoi, que vous nous donnez. C'est un enseignement rare. Ce sont des grandes clés, des très grandes clés qu'il va nous donner. Je vais vous donner un exemple. Oui. Sur l'éducation, par exemple. Il dit l'objectif de l'éducation, c'est d'amener l'enfant à la majorité, de pouvoir lui donner une autonomie de fonctionnement en tant que personne humaine. L'éducateur a réussi quand on n'a plus besoin de lui. Complètement opposé à ce qu'on pourrait croire, qui est la dépendance de maître ou de quiconque. Non, on est libéré complètement et on est autonome. Manitou disait, Amidou Talmidi Marbe, faites que beaucoup de vos élèves puissent se tenir debout tout seuls. C'est une responsabilité. On enseigne, on éduque à la responsabilité. Et à ce moment-là, on va parler du rôle de chacun, que ce soit les juifs ou les nations d'ailleurs. Alors justement, il y a eu cette vie en France pour Léon Ashkenazi. Je crois que c'est en 1968 qu'il décide de s'installer en Israël. Oui, c'est ça, tout de suite après la guerre des 6 jours. En fait, le tremblement de terre dans l'histoire moderne d'Israël, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas la guerre d'indépendance, ce n'est pas la proclamation d'État d'Israël, c'est la guerre des 6 jours. Parce que la guerre des 6 jours, comment dire, on voit le miracle. Ceux qui ne veulent pas voir ne voient pas, mais on voit le miracle menacé par tous les pays. Et en 6 jours, arriver à vaincre tous les États arabes qui avaient promis la destruction d'Israël, c'est un événement fondamental. D'autant plus qu'on a récupéré des territoires qui sont des territoires dans lesquels s'est passée l'histoire d'Israël biblique. Tout d'un coup, on se relie à l'histoire de la Bible. Et c'est la suite du peuple d'Israël qui se réveille. Alors ça n'a pas laissé indifférent, ni Manitou, ni André Neher, ni beaucoup d'autres qui ont fait leur alia tout de suite après. Alors, avant de se quitter, parce que c'est quand même assez important, nous sommes en 2025, nous savons exactement tous les défis, tous les problèmes que relève à l'heure actuelle le peuple juif, l'antisémitisme en France, en Europe, au niveau international, le conflit israélo-palestinien, cette espèce de blessure qui restera marquée à vie du 7 octobre 2023. Qu'aurait dit Manitou? Allô? Oui, vous m'entendez? Vous m'entendez? C'est bien? Oui, vous m'entendez? Oui, très bien. Alors, je vais commencer par le rapport au monde musulman et au monde arabe. Manitou a enseigné que la Bible dit qu'il y a une possibilité que Ishmaël fasse Teshuvah, c'est-à-dire qu'il reconnaisse la préséance d'Israël, parce que ça figure dans l'explication de Rachi sur la Genèse, ne rentre pas dans le détail. Et Manitou dit, on remarque que cette scène où Ishmaël donne la préséance à Isaac se passe à Hébron,
réconciliation d'Ishmaël et de Isaac. Donc, possibilité de tchouva d'Ishmaël, mais on a un critère. Et aussi, nous reconnaît à nous Israël comme les maîtres de la terre d'Israël, et spécifiquement à Hebron, où là-bas se trouvent les caveaux de nos patriarches et de nos matriarches. On voit bien qu'on en est bien loin, et d'ailleurs, à l'époque des accords d'Oslo, Manitou avait bien prévu les catastrophes que ces accords allaient engendrer, et il a donné des cours magistraux juste à cette époque avec le professeur Beno Gross. Donc ici, c'est clairement explicite pour cette notion de rapport à Ishmaël. Et pour la notion de l'antisémitisme, Manitou avait enseigné que chaque fois qu'un exil réussit la symbiose avec le peuple chez qui il vit, à ce moment-là vient la catastrophe. Vient l'antisémitisme de manière inévitable, inexorable, il n'y a pas d'exception. Je me rappelle en 83 l'avoir interviewé et lui avoir demandé, et pour les États-Unis aussi, il m'a dit, mais oui, ça ne peut pas être autrement. Et on voit ce qui se passe aujourd'hui dans les universités américaines, et on comprend bien à quel point l'analyse de Manitou, qui vient encore une fois de l'analyse des prophètes et de l'analyse des sages tout au long des générations, n'a pas failli. Eh bien, Ephraim Errara, je vous remercie infiniment pour cet entretien. Je rappelle à nos auditeurs que vous serez présents demain sur Marseille à 20h pour une conférence, l'actualité de l'enseignement de Manitou, ce qui, à mon avis, sera assez passionnant et riche d'enseignements. Merci infiniment. À demain. Merci. À demain. On se retrouve après une respiration musicale pour la suite de l'émission Résonance. Et je vous le disais, chaque semaine, nous partons à la découverte d'un livre. Là, nous allons partir à la découverte d'une bande dessinée qui a été faite à l'époque par Luz et qui est tirée du livre d'Albert Cohen, Ô vous, frères humains. Et le Centre Edmond Flegg, il y a 2 ans, avait eu le plaisir de recevoir les épreuves en exposition, de cette mise en bande dessinée faite par Luz du livre d'Albert Cohen. À tout de suite. On se retrouve pour la dernière partie de cette émission, et donc la pause musicale, c'était le groupe Phoenix avec Alpha Zulu. Et je vous le disais, on va parler de Ô vous, frères humains. Un enfant juif rencontre la haine le jour de ses 10 ans. J'ai été cet enfant, c'est ce que disait Albert Cohen dans ce magnifique livre, Ô vous, frères humains. Et je vous ai dit qu'on allait parler de l'adaptation. En adaptant Ô vous, frères humains d'Albert Cohen, Luz a montré combien la haine est atemporelle, sans limite, et se nourrit de la folie des hommes jusqu'à la déraison de ceux qui en sont victimes. Dans cette bande dessinée, Luz signe un livre prégnant d'humanité. Un véritable cri surgit du passé, mais qui est malheureusement, encore d'actualité. Donc on va replanter le décor, si vous le voulez bien. On est à Marseille, on est un jour de 1905, et à l'âge de 10 ans, le jeune Albert Cohen subit une humiliation terrible. Il est insulté par un camelot qui assène à l'enfant qu'il est un sale youpin. Une injure, une injustice qui marqueront à jamais l'enfant et nourriront l'œuvre de l'auteur de, vous le savez tous, de Solal, mais aussi de Belle du Seigneur. En 1972, Albert Cohen racontait cet épisode de son enfance dans ce fameux livre, Ô vous, frères humains. Et ce livre, je vous le disais, il a été repris par Luz. Alors finalement, c'est une réflexion sur la vigilance. Et Ô vous, frères humains, réalisé par Luz, est dual avec en miroir 2 auteurs, Albert Cohen, mais également lui. Finalement, il y a 2 Luz, celui de Catharsis et le dessinateur de presse, avec 2 expériences de la folie vécues à des années d'écart. La souffrance est quand même commune, terrible, fondatrice, et le choix de Ô vous, frères humains, est loin d'être inconséquent, puisque le livre d'Albert Cohen parle d'antisémitisme, de haine, de construction de soi dans un monde violent. Ô vous, frères humains, retranscrit cet antisémitisme latent. On est en 1905. C'est l'année de l'épilogue de la réhabilitation d'Alfred Dreyfus, de la loi de séparation de l'Église et de l'État, du 7e congrès sioniste, 1 an après la mort de Théodore Herzl. Donc la vindicte dont les Juifs sont l'objet,
Luz, eh bien, a connu cette terreur insurmontable, la violence, la haine, la mort, la folie, et ça, vous le savez, c'était lors de l'attentat, eh bien, de Charlie Hebdo. Je vous le disais, il y a 2 ans, nous avions eu le plaisir de recevoir les épreuves de cette bande dessinée que nous avions monté en exposition. Alors malheureusement, Luz, qui ne se déplace pas, n'avait pas pu venir, c'était son éditeur qui était venu, mais il nous avait écrit une lettre, et je trouvais assez important aujourd'hui quand même de vous lire la lettre manuscrite que Luz nous avait écrite, au Centre Edmond Flegg et à nous tous d'ailleurs. C'est un immense honneur pour moi d'être exposé à partir de ce jour au Centre Flegg, Marseille, que je connais surtout via le livre d'Albert Cohen, Ô vous frères humains, dont j'ai fait l'adaptation il y a une poignée d'années. Malheureusement, je ne peux être des vôtres aujourd'hui pour des raisons allant à l'encontre de ma volonté. Certains, cependant, les planches qui vous entourent me permettent d'être un peu parmi vous. Albert Cohen aussi est présent dans cette exposition et nous l'avions présenté un 10 mai. Cela va vous sembler un peu naïf, mais je crois que nous avons tendance à oublier que la vie est faite de jours. De jours ensoleillés, pluvieux, gris, joyeux. De jours interminables ou fugaces, précieux ou perdus. De jours oubliés ou marquants. Ô vous, frères humains, l'ouvrage autobiographique d'Albert Cohen raconte le jour où, à 10 ans, il fut percuté à vie par l'antisémitisme d'un bonimenteur. Un jour indélébile dans sa vie. Quand j'ai lu ce livre pour la première fois, j'avais 15 ans. Je ne savais pas qu'il allait faire écho, 3 dizaines d'années plus tard, un jour particulier de ma vie. Un jour de janvier 2015, où moi et tant d'autres avons été percutés par la haine, suivis par 2 autres jours, des jours de haine antisémite, des jours indélébiles pour nombre d'entre nous. Nous tâchons de ne pas oublier ces jours de janvier, les 7, 8 et 9, ce jour de juillet, le 14, ou encore le jour de novembre, le 13 et tant d'autres, mais surtout, n'oublions pas que la vie est faite comme de jours comme celui-ci, ce 10 mai, et nous étions en 2023, au Centre Edmond Flegg à Marseille, un jour simple, beau, celui d'une double exposition, la mienne et une autre qui était aussi présente. Un jour qui lui aussi mérite d'être marquant, indélébile, un jour important, indice. Un enfant juif rencontre la haine, le jour de ses 10 ans, j'ai été cet enfant, résume Albert Cohen. C'était un jour de 1905. Albert Cohen était présent ce jour-là, ce mercredi 10 mai 2023, non seulement dans les planches qui nous entouraient, mais aussi dans l'assistance, car il y a toujours un enfant de 10 ans blotti dans le cœur de chacun de nous. Ce texte était signé par Luz, il nous l'avait envoyé, et donc j'avais envie de vous le relire aujourd'hui. Eh bien, Résonance est terminée pour aujourd'hui, on va se quitter évidemment en musique, et donc bien les respirations musicales sont concoctées par soin par ma technicienne, à savoir Noah. Je vous remercie, à la semaine prochaine, au revoir.